plaisir de vous voir. C'est la première fois qu'on a du monde, comme disait Camille, en si grand nombre ici au 3535. On ne voulait pas commencer avec des termes trop d'affaires parce que l'entrepreneuriat, en fait, ça commence par vous, par l'entrepreneur. Puis d'ailleurs, vous verrez que dans le polyhub qu'on vous a donné, c'est ça qui est le premier pilier fondateur. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la psychologie de l'entrepreneur et de l'entrepreneur rebelle. Donc, vous me connaissez un petit peu, on s'est présenté rapidement. Pourquoi est-ce que je vous parle de psychologie aujourd'hui? Parce que en 2015, quand je graduais de mes études en Écosse, j'étudiais les affaires, plus particulièrement l'entrepreneuriat, et j'avais une mineure en psychologie. Alors, je me suis toujours intéressé de très près au grand singe que nous sommes, l'Homo sapiens. Et pour moi, c'était important. J'avais l'intuition que naviguer dans ce monde sans comprendre les humains m'aurait en fait donné trop peu de clés de lecture justement pour avancer dans ce monde. Alors, quand j'ai vraiment commencé à faire des études pour vraiment comprendre les entreprises, rapidement, je me suis surtout intéressé à ceux qui les géraient, c'est-à-dire les entrepreneurs et les entrepreneuses du début. Donc c'est vraiment le point de départ pour moi. Et puis après ça, ça a été beaucoup de lectures, beaucoup de discussions. Il y a eu la neuroscience qui a commencé à arriver aussi dans les dernières années, qui a vraiment complété toutes les études qui étaient faites, qui étaient encore trop minoritaires à l'époque. Le simple fait de lier entrepreneuriat et psychologie en 2015 était quand même assez révolutionnaire. Dans mon université à Strathclyde, que je vous fais avec l'accent écossais, c'était le premier papier qui avait été publié en mêlant, en juxtaposant justement ces deux disciplines. Alors c'est relativement nouveau, puis c'est très excitant pour moi parce qu'à chaque fois, il y a des nouveaux apprentissages qu'on peut faire. Donc je vous la fais courte, on aura l'occasion de s'en reparler. J'ai été entrepreneur ici à Montréal. J'ai développé une compagnie qui visait à faire de la livraison de plats décarbonés. La livraison était décarbonée. Compagnie que j'ai revendue par la suite à une société, une PME d'ici qui s'appelle À la carte express. Et après cette aventure entrepreneuriale de 3 ans et demi, j'ai été plutôt dans une posture de conseil pour les entrepreneurs. Chose que j'ai faite avec Polytechnique ces 3 dernières années. Donc voilà, c'est en tant que conseiller aux entrepreneurs et gestionnaire d'un réseau de conseillers que je vous parle aujourd'hui. Et la première question que je voudrais vous poser, parce que oui, ça va être une session interactive, ça ne va pas être moi qui vais parler de façon très plate pendant 1h30, vous allez m'aider. Je voudrais que vous regardiez tous ces animaux, ces insectes, et que vous me disiez lequel correspond le plus à l'image que vous faites d'un entrepreneur. Évidemment, je vous demande d'être créatif, là. Évidemment, un entrepreneur n'est pas un éléphant, mais peut avoir les attributs d'un éléphant, comme par exemple la mémoire. Donc, à main levée, qui irait pour le numéro 1, l'éléphant? Ok, je vais prendre une réponse à chaque fois, pourquoi? Je sais pas, l'éléphant c'est un peu la dominance dans la hiérarchie. La dominance, ok. Les entrepreneurs, c'est un peu des gens qui, je sais pas, par leurs actions, essaient de faire avancer la société. Et je sais pas, moi je vois bien l'éléphant dans ce rôle. Entrepreneur alpha, je pense que tu as envie de rajouter de quoi? Je sais que les éléphants vraiment sont intelligents, sont sociaux. Donc ils ont un grand aspect de communauté. Donc j'imagine que tu peux relier ça à l'entrepreneuriat, parce que quand tu développes ton équipe et tout, c'est important que tout le monde s'occupe les uns des autres. Un animal social, un mammifère qui inclut ses pairs. Ok, c'est bon, c'est 2 lectures différentes, je vous ai demandé de créatif, c'est parfait. Le papillon? Ouais. Je dirais qu'à la base, quand on commence en entrepreneuriat, on est comme des chenilles, on commence notre parcours, on peut se sentir seul, mais à un moment donné, on se met à cogiter, on va dans notre chrysalide, on peut les autres, on apprend plus sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure, et à l'université, on émerge en tant que papillon, on est là pour ouvrir de nouveaux horizons, et de manière plus générale, le thème de la transformation, je pense que c'est quand même très présent en entrepreneuriat, parce que c'est quelque chose qui nous met à notre force, et qui nous a invité à avoir un impact à transformer la communauté de l'autre. On a un atelier de poésie qui suit, donc non mais c'est excellent, très bonne réponse, très créative. C'est bon, je m'aperçois qu'on va pouvoir capitaliser sur cette force à toi dans les prochains mois. Effectivement, je suis assez d'accord avec toi, l'entrepreneuriat c'est vraiment un processus étape par étape. Puis le papillon qui s'envole, là c'est une belle métaphore. Le pingouin, numéro 3. T'es tout seul. Ouais, parce que moi, j'ai l'impression que le pingouin, si genre quand il marche, il est comme un peu chancelant. Ouais. Il marche de bord en bord, fait que c'est quand même similaire parce que l'entrepreneur, il a une posture
de quelle direction prendre, puis c'est un peu un chemin comme ça. Ok, donc un peu croche, c'est pas trop, mais il est sur de la glace, il essaie de pas déraper. Ok, c'est bon. C'est une autre vision que la domination sans espace, mais... Et le panda. Ouais, c'est le Juste pour le côté singulier au final. Ok. Il ressemble à aucun autre animal. C'est un peu le côté innovant de l'entrepreneur. Ok. C'est de se démarquer. Et il mange du bambou aussi, Ouais. il est innovant là-dedans. Donc vous voyez que vous n'avez déjà pas la même perspective en partant de ce que c'est qu'un entrepreneur. Heureusement, j'ai la bonne réponse pour vous. Voilà. Un peu creepy, je sais. L'entrepreneur type n'existe pas. Salut Catel. L'entrepreneur type n'existe pas et il est impossible pour moi aujourd'hui, à la fin de cette présentation, de vous dire voici ce qu'est un entrepreneur, voici ce que n'est pas un entrepreneur, voici ce qu'est la psychologie d'un entrepreneur, voici ce que n'est pas la psychologie d'un entrepreneur. C'est vraiment le message clé à retenir. Néanmoins, il y a certains traits de caractère qui peuvent accélérer en fait le succès en affaires, puis c'est surtout de ça dont je veux parler aujourd'hui, et surtout une posture psychologique dans laquelle vous allez vouloir vous mettre dans ces prochains mois. Donc quand j'étais en Écosse, je le répète, j'étais donc à l'université de Strathclyde, je vais le redire en français cette fois-ci, et je me posais la question, qu'est-ce que ça me prend pour être un bon entrepreneur? En fait, j'étais un peu à votre place, j'étais quasiment exactement là où vous en êtes aujourd'hui pour la plupart d'entre vous, c'est-à-dire j'avais une idée, je jouais un peu avec et je me disais, ok, là je suis aux études, qu'est-ce que je pourrais bien en faire de cette idée-là? Et comme je voulais évidemment dérisquer ça, j'avais peu d'argent avec moi, de capital, etc. Donc je me disais, ok, faut pas que je me rate, quoi. Faut que ça marche. Donc qu'est-ce que ça me prend pour être un bon entrepreneur? Et assez instinctivement, je me disais, ben, je suis passionné. Je sais pas s'il y en a certains ici qui se disent, ben, moi je suis tellement passionné par mon projet que ça peut que marcher. Je vais mettre les heures, je vais mettre tellement d'énergie là-dessus, je vais faire des vidéos YouTube, puis je vais fédérer des communautés entières. C'est une vraie histoire là pour le coup. Mais je suis passionné par mon projet, ça va fonctionner. Moi c'était mon postulat de départ, c'était un biais de départ et je me disais let's go, ça marche. En fait, comme j'ai quand même une certaine rigueur académique et qu'à chaque fois j'essaie quand même d'avoir une seconde pensée, je me suis mis avec un étudiant pakistanais, Mohamed Haider Miraj, grand ami, à développer un mémoire justement sur ce sujet, à savoir est-ce que la passion pourrait amener en fait à l'action et donc au succès en entrepreneuriat. La petite vidéo que vous voyez là et qui vous distrait complètement, c'est lui qui donne un TED sur ce sujet-là au Pakistan, justement, ça a eu une résonance internationale. Et cette conférence-là, il l'a axée autour du thème de l'uranium. Et je trouvais que sa comparaison était très forte, et cette personne est brillante, sa comparaison était très forte parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'avec 1 kg d'uranium, seulement, un petit kilo d'uranium, on est capable d'éclairer une ville au complet, une grande ville, une métropole, mégalopole, pardon, pendant plusieurs années. Juste un tout petit peu d'uranium, donc finalement il comparait ça à la passion, il se disait bah, avec ce petit peu de passion, il y a beaucoup qui peut en ressortir. Mais avec 15 kg d'uranium aussi, on peut faire une bombe nucléaire. Donc, on commençait à toucher un petit peu le vif du sujet ici, la passion était en fait à double tranchant. On part du principe évidemment aujourd'hui en 2023 que la passion c'est bien. Il faut être passionné, si on n'est pas passionné il y a un problème, il faut vraiment être passionné. Mais les Grecs nous disaient à l'époque que la passion n'était pas forcément une bonne chose parce qu'elle nous dévorait de l'intérieur. Et donc, il y avait une première remise en question déjà de mon postulat de base sur est-ce que, oui ou non, je me suis trompé sur la psychologie de base, la posture de l'entrepreneur. Est-ce que oui ou non, il faut être passionné? Vous voyez une petite, juste ça d'uranium, vous en avez un petit bout ici, je peux vous faire passer. Non, c'est pas vrai, c'est pas de l'uranium. C'est juste un cahier que j'ai trouvé. Mais vous seriez tous morts si c'était le cas. Désolé, c'était toi qui c'était pas personnel. Cet exemple illustre bien finalement la complexité de comprendre vraiment l'entrepreneur. Et si on revient sur des fondamentaux un petit peu plus théoriques, et si je prends le texte de Étienne Garbugli, qui est un auteur montréalais qui a publié le Lean B2B, qui est un livre que je vous conseille de lire d'ailleurs, il place néanmoins la passion comme un des 3 facteurs de succès en entrepreneuriat. Donc il ne vous dit pas de ne pas être passionné.
ce qu'il vous dit, c'est de compléter la passion par autre chose. Donc la passion, c'est une chose, et d'ailleurs, dans cette salle aujourd'hui, vous êtes vraiment en train de faire passer le caillou. je vous dis, je l'ai trouvé juste devant. Vous en faites pas, je l'ai rincé un peu. Il vous dit que la passion, c'est important, et probablement dans cette salle, c'est ce que vous avez. Vous n'avez pas forcément de l'expérience dans une industrie en particulier. Peut-être que pour certains d'entre vous, oui, mais en tout cas, pour la majorité, vous sortez d'études, tout ce que vous avez aujourd'hui, c'est votre volonté, votre énergie pour aller de l'avant. Il va aussi nous dire que donc il y a deux autres choses qui peuvent vous donner du succès en affaires, c'est l'expertise du domaine. Donc si mettons je veux faire un produit en cybersécurité, j'ai quand même intérêt de m'y connaître en cybersécurité. Okay, j'ai quand même intérêt, à défaut d'avoir travaillé dans un univers très proche de la cybersécurité, au moins d'être extrêmement renseigné, d'avoir un réseau d'influence, etc. Et évidemment aussi une expertise de la solution. Donc là, si vous avez un produit technique, et ça c'est peut-être le cas une fois plus pour certains d'entre vous, vous êtes quand même obligé d'être capable d'avoir une vraie innovation, une barrière à l'entrée qui vous différencie, qui différencie cette solution de solutions que d'autres joueurs dans le marché pourraient mettre de l'avant. Donc voici un petit peu la triptyque gagnante selon lui. Donc, tantôt je vous disais qu'il n'y avait pas un type d'entrepreneur, et puis que si jamais quelqu'un vous dit l'entrepreneur idéal c'est ça, cette personne vous ment. Néanmoins, à l'Université de Michigan, il y a quelques années, ils ont fait des recherches basées sur un modèle qui s'appelle le Big Five, qui a été théorisé par Lewis Goldberg et qui est très très réutilisé depuis. Je ne vais pas vous tanner avec le volet plus académique, mais en tout cas, c'est un des modèles les plus robustes. Et donc, on s'est aperçu que les entrepreneurs partageaient certains traits de personnalité. Ces traits de personnalité sont les suivants, donc ils sont au nombre de 5. Je vais vous les lister les uns après les autres, et ce que je vais vous demander, c'est de me dire, donc là vous voyez gauche ou droite, okay, si on prend le premier, openness par exemple, ici ce sera à droite. Ce que je vais vous demander, c'est de me dire soit en levant la main, donc neutre, en allant mettre votre bras à droite, me dire qu'on est plutôt là-dedans, ou en mettant votre bras à gauche, me dire qu'on est plutôt ici dans le conventionnel et persévérant. Donc concrètement, première question, est-ce que vous pensez que les entrepreneurs, là, openness, on parle d'ouverture, c'est-à-dire à gauche, on a quelqu'un qui est plus routinier, plus conventionnel, etc. À droite, on a quelqu'un qui est plus spontané, plus curieux, plus imaginatif. Est-ce que vous pensez que l'entrepreneur se situe plus à droite, à gauche ou au centre? Donc allez-y, je vous laisse lever le bras ou le mettre à côté. Attendez pas de voir ce que vos pères font. Ok, là je vois des... Okay. Ouais, c'est vrai que vous pouvez pas vraiment étendre le bras. Ok, je pense que j'ai une majorité qui va par là. Ouais, ok, donc ici, curieux, imaginatif. Bonne réponse. Bonne réponse, les entrepreneurs tendent à être davantage spontanés. Voilà. Ok, deuxième question. Et nos amis anglophones auraient pu s'assurer que les mots français puissent matcher, parce que là, conscientiousness, en fait, c'est, on va dire, conscience. À gauche, on a le profil très désorganisé, vraiment l'extrême, c'est impulsif, voilà. Et à droite, au contraire, quelqu'un qui est très discipliné, très organisé, très en contrôle. Même question, droite-gauche. J'essaie de distinguer une tendance. Ok, là je pense qu'on est plutôt au milieu. Right. Gauche, ok, donc plutôt quelqu'un de désorganisé. Une fois de plus, c'est une étude statistique, ça ne veut pas dire que l'entrepreneur doit être comme ça, je le répète. Extraversion, bon ça c'est un peu plus facile. Est-ce que les entrepreneurs finalement sont des personnes qui se rechargent davantage quand ils sont seuls ou avec leurs pairs, avec d'autres mondes? Faites une petite danse. Ok, milieu-ish, ok. C'est bien, vous n'êtes pas tous d'accord. Milieu, bravo pour ceux qui avaient raison. Agreeableness, donc là on parle d'amabilité, donc ici on a des personnes de confiance qui aident typiquement, des personnes auprès de qui on peut vraiment se confier. Et puis à gauche, des personnes qui manquent un peu de compassion, qui ne respectent pas vraiment les normes interpersonnelles, disons qui sont un petit peu plus alpha si on veut. Donc, j'aime ça, vous n'êtes vraiment pas d'accord. Ok, donc on va dire par là, ok. J'ai vu une majorité qui allait par là. Puis, ouais, ça c'est un peu le côté un peu moins brillant de l'entrepreneur, c'est que généralement c'est des personnes qui justement foncent un petit peu tête bêche
Et je pense que vous avez plusieurs exemples qui vous viennent en tête de personnes assez médiatisées aujourd'hui. Je répète que ce ne sont pas que ça, les entrepreneurs. Et que si vous êtes une personne de confiance qui cherche l'harmonie et qui aide les autres, c'est très bien, bravo. Et puis deuxièmement, vous pouvez aussi être entrepreneur, il n'y a pas de problème. Pardon, je vous ai spoilé la dernière réponse. Donc la dernière, c'était le névrosisme, neuroticism. Donc à gauche, on a vraiment quelqu'un de confiant, de calme, de tempéré, puis à droite, quelqu'un au contraire de plutôt pessimiste, anxieux, etc. On n'est pas nécessairement quelqu'un qui tend vers l'un ou vers l'autre. Donc voici globalement, si on devait, selon l'Université du Michigan, dresser un peu le caractère, la psychologie d'entrepreneur, voici globalement à quoi ça ressemblera. Alors, qui ici a entendu parler de biais cognitifs? Ok, c'est déjà bien. Donc, vous avez des ordinateurs là entre les deux oreilles, puis cet ordinateur-là, il vous fait prendre des décisions qui sont pour certaines bien conscientes, mais pour la grande majorité d'entre elles qui sont totalement le fruit de l'évolution de votre environnement et du contexte. Donc, je vais, avec cette slide totalement floue, je vais vous parler de 3 types de cerveaux que vous avez une fois plus entre les deux oreilles, en commençant par le plus ancien, le cerveau reptilien, qui date de 400 millions d'années. Donc là, on parle du moment où les poissons sortent finalement des eaux. La raison pour laquelle vous êtes capable de texter votre ami quand vous êtes en train de conduire votre auto, ce que je ne vous conseille pas de faire, et de ne pas mourir, en fait, de toujours garder un œil sur la route, c'est parce que vous avez un réflexe de survie, et ce réflexe de survie appartient au cerveau reptilien, qui est toujours en fait en toile de fond de toutes vos décisions. Le cerveau limbique, le second, c'est celui qu'on retrouve chez tous les mammifères. Donc ça va être, on va l'appeler le cerveau émotionnel. C'est celui notamment qui va pouvoir développer votre instinct, votre mémoire, votre empathie. C'est finalement ce qui nous distingue déjà en tant que mammifères. Et puis vous voyez qu'il prend quand même une belle partie du cerveau. Et puis enfin, celui qui prend derrière la plus grosse partie est la raison pour laquelle il a fallu qu'on puisse être capable de cuire de la viande pour être capable de grandir cet organe-là qui, à l'échelle du règne animal, est démesurément gros, notre cerveau. C'est le néocortex. Donc lui, il a à peine 4 millions d'années, puis c'est le cerveau rationnel, logique. Et puis quand vous êtes à Polytechnique et que vous passez des examens, c'est pas mal de ça dont vous vous servez, c'est votre super ordinateur. Donc il faut bien garder en tête que le néocortex n'est qu'un des cerveaux, et l'erreur qu'on fait beaucoup aujourd'hui, c'est de penser que nos décisions sont à la fois logiques, rationnelles, et qu'elles dérivent réellement de notre intelligence. C'est partiellement vrai, oui, le néocortex fait son travail, mais on va aussi avoir tout un travail qui va être fait par le cerveau limbique, et aussi et surtout en fait par le cerveau reptilien pour ce qui concerne les biais. C'est de ça dont je vais vous parler à l'instant, des biais émotionnels. Bon, voilà, je vous ai donné un peu le punch tantôt. 400 millions d'années pour le reptilien, 220 millions d'années pour le limbique. Quelqu'un connaît cette œuvre-là? Quelqu'un saurait me dire l'artiste? Banksy, au Royaume-Uni. Voilà, le Parlement britannique avec des singes. Vous êtes des singes en cravate et ces biais-là viennent avec votre nature d'homo sapiens. Le premier biais dont j'ai envie de vous parler, en fait je vais vous parler de 6 biais qu'on retrouve souvent chez les entrepreneurs. Le premier biais dont j'ai envie de vous parler, c'est l'erreur d'attribution causale. Vous allez vous dire par exemple qu'un bon coup dans votre entreprise, c'est vous, c'est votre génie, c'est votre talent, vous êtes bon, donc vous pouvez vous jeter les lauriers. Par contre, si on a la Covid qui arrive et que vous devez fermer votre entreprise, c'est de la faute de la Covid, oui. Pas de votre faute. Erreur d'attribution causale. Typiquement, tous les homo sapiens, c'est-à-dire tout le monde ici, tendent, dans une certaine mesure, à s'attribuer les bons coups et à ne pas s'attribuer les mauvais coups. Première chose à garder en tête, dans votre cas, parce qu'en tant qu'entrepreneur, il va falloir que vous attribuiez les bons et aussi les mauvais coups pour pouvoir avoir une posture, justement, d'humilité et pour pouvoir vous challenger. Le deuxième est assez connu. Peut-être que certains d'entre vous, en tout cas, ont des membres de leur entourage sans jugement, mais qui étaient anti-vaccin, par exemple, pendant la Covid. Puis, votre grande-tante, à Noël, vous aviez beau lui dire que le vaccin il avait été développé par l'OMS, par des entités très sérieuses.
Cette personne-là n'allait pas vous écouter parce qu'elle pensait que Bill Gates avait mis de la 5G, etc., etc. Donc évidemment, là, on est dans de la caricature. Et puis je me moque évidemment pas des anti-vaccins qui ont des très bons points. Le point que je vais amener, par contre, c'est que si votre grande-tante ne vous écoutait pas, et quand bien même vous lui ameniez d'excellents points argumentés, scientifiques, pour lui prouver que le vaccin était une bonne chose, elle ne vous écoutait pas parce qu'elle avait décidé de croire en ce qu'elle croyait déjà. Finalement, il y a une réalité qu'on se construit pour survivre, c'est une question de gestion de l'énergie en fait. Si vous avez déjà un certain set de croyances, c'est beaucoup plus facile de voir les choses avec cette réalité-là, plutôt que de finalement de toujours voir des choses qui vont contre votre réalité, parce que finalement ce serait beaucoup trop fatigant pour vous de le faire. Donc c'est pour ça qu'on retrouve dans des partis en politique, par exemple, des personnes qui ont une sensibilité plus conservateur, plus démocrate, etc. Puis ces personnes-là ne vont pas du jour au lendemain se retrouver à être conservateurs s'ils étaient démocrates. C'est que les choses de ce monde, on les perçoit avec des idées préconçues qu'on alimente. Donc concrètement, pour vous en tant qu'entrepreneur, ce que ça veut dire, ça va être super important, c'est qu'en fait là, vous partez tous avec une super idée d'entreprise, et quand vous irez par exemple faire des sondages sur votre produit, vous allez poser des questions, et les réponses qu'on va vous donner, ce qui va se passer, puis c'est pas de votre faute là, c'est juste votre super ordinateur entre vos deux oreilles. Ce qui va se passer, c'est que vous allez mettre beaucoup plus d'importance sur les réponses qui vont dans le sens de ce que vous vouliez entendre. Votre technologie est super, ça va vraiment m'aider, etc. Que ces informations qui vous disent plutôt l'inverse. Écoute, ça répond pas vraiment à mes besoins. Par contre, si tu faisais quelque chose qui allait plus dans ce sens-là, bah, on va juste le mettre de côté, ok. Ça m'est arrivé, hein, je vous ai raconté l'exemple de ma compagnie où j'avais vraiment envie de penser que tout le monde était écolo et puis voulait absolument avoir de la livraison décarbonée, etc. Fait que moi, je leur posais vraiment en plus des questions qui allaient inciter cette réponse de oui, j'ai besoin de ça. Fait que j'étais totalement dans mon biais de confirmation. Ça, vous allez voir pendant les 4 prochains mois, je vais pas mal vous en reparler du biais de confirmation. Comme vous êtes des personnes issues de Polytechnique, je dois vous parler aussi du biais d'expérimentateur, parce qu'on pourrait se dire, finalement, tout ça, c'est dérivé un petit peu des failles du système humain. Heureusement, aujourd'hui, on a la science, on a toutes les données, puis toutes ces données-là nous permettent d'avoir des données concrètes et sérieuses, etc. Je vous parle en tant que polytechnicien, vous devriez être d'accord avec moi. La science comme vérité ultime. Ben non, pas forcément, en fait, parce que même les chercheurs, en fait, tout ça a été prouvé, même les chercheurs ont des biais dans la recherche. Les données qui vont être récoltées, on peut le voir par exemple avec l'intelligence artificielle pour un sujet qui est assez médiatisé. On aurait l'impression que l'intelligence artificielle amènerait beaucoup de neutralité et finalement beaucoup de... on essaierait d'enlever tous nos biais humains. Ben non, parce que les concepteurs à la base, les chercheurs à la base, ont tous ces biais qui font qu'on va quand même pousser les données dans un certain sens. Donc c'est un petit peu une continuité du biais de confirmation, vraiment appliqué à la recherche pour le coup. Je pourrais vous en dire plus là, mais je reste à haut niveau. L'effet Dunning-Kruger, une fois de plus, intéressant pour les personnes en recherche. Cet effet-là, en fait, il nous dit une chose, plus j'en sais sur un sujet, moins j'ai l'impression d'en savoir. Vous avez tous rencontré un chercheur, je sais pas, en supraconductivité, qui est excellent dans son domaine, qui va dans toutes les conférences internationales, puis vous lui parlez, vous attendez à ce que la personne vous dise, regarde, moi, je connais absolument tout sur le sujet. Et en fait, non, cette personne vous dit, regarde, à chaque fois que je vais dans ces conférences-là, je m'aperçois juste qu'il y a des nouvelles affaires que je ne maîtrise pas, et puis finalement, bah, c'est presque une vie entière que tu passes à juste essayer de pousser tes connaissances le plus loin possible. Et à l'inverse, et c'est ça qui est intéressant, à l'inverse, moins tu en sais, plus tu as l'impression d'en savoir. Là, personne d'entre vous a une application pour des restaurants, mettons, mais j'ai eu par exemple par le passé des personnes qui lançaient des applications à l'attention des restaurateurs. Ces personnes n'avaient jamais travaillé dans un restaurant, pas de membre de sa famille en restaurant. C'est sûr qu'ils allaient des fois dans des restaurants, mais plus en tant que client. Et là, quand je leur posais la question de savoir c'est quoi la réalité d'un restaurateur, la personne savait exactement comment ça se passait, etc. Une fois de plus, je rentre un petit peu dans la caricature, mais comprenez que si vous rentrez aujourd'hui en affaires et que vous pensez bien connaître une industrie, peut-être que vous ne la connaissez pas si bien, et c'est pas forcément de votre faute, c'est à cause de votre super ordinateur. Le biais d'optimisme, celui-là il est très propre aux entrepreneurs. Partir une entreprise, c'est un petit peu être fou, là, on va se le dire. Puis tous les odds sont un petit peu contre nous au départ. Si on n'est pas optimiste et si on ne pense pas qu'on va faire partie de 7 entreprises sur 10 qui va réussir, c'est quand même difficile de se lever le matin et se dire let's go.
Donc le biais d'optimisme est inhérent à l'être humain. On a toujours tendance à voir les scénarios plus positifs. Mettons, si vous allez faire vos finances, demain je vous demanderai de faire votre cash flow, votre flux de trésorerie prévisionnel. Je sais très bien ce qui va se passer. Vous allez mettre des ventes dans 3 mois qui vont comme être à $1000, 200 unités vendues dans 1 an, etc. C'est pas vous que je blâme. J'ai fait 3 ans de conseil en entrepreneuriat, je sais comment ça se passe. On est optimiste parce qu'on veut un peu gonfler ses prévisions. C'est normal, sinon vous ne feriez pas ça, sinon vous ne seriez pas assis devant moi aujourd'hui à m'écouter, vous seriez en train de faire un stage quelque part. Donc vous êtes obligé de développer ce biais d'optimisme pour réussir. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, évidemment. Vous voyez le nombre d'entreprises qui marchent, mais ce biais-là vous permet d'avancer. Théorie de l'engagement, alors celui-là il est intéressant pour ceux qui sont en couple, surtout depuis un petit moment. Donc la théorie de l'engagement en fait stipule que le plus longtemps vous avez mis à faire quelque chose, le plus difficile c'est de s'en extraire. Donc mettons si je suis en couple depuis 5 ans, je me dis bon j'ai quand même investi tout mon temps, toute mon énergie avec cette personne-là, ce serait quand même dommage de dropper cette relation comme maintenant parce que j'y ai investi beaucoup d'efforts. Et ben c'est un peu la même chose avec l'entrepreneuriat. Il y a des entrepreneurs, on appelle ça les zombies là, en tout cas sans vouloir les incriminer, mais c'est juste un vocabulaire de l'écosystème. Il y a des entrepreneurs qu'on retrouve des fois dans l'écosystème 5 ans, 10 ans après, avec un projet qui n'a pas forcément avancé, ou seulement un petit peu incrémentalement, puis on les retrouve, et en fait c'est comme des projets qui ont tellement duré, puis des personnes qui ont mis toutes leurs économies, tout leur temps, leur vie finalement, leur ego, dans l'entreprise, et puis ils se disent, bah non, je ne peux pas juste tirer la plug, ça ne fait pas de sens, j'ai tellement mis dans cette entreprise que, non, théorie de l'engagement. Gardez ça en tête aussi parce que, notamment quand on va faire des pivots, c'est-à-dire changer d'idée, c'est pas parce que vous avez une idée et que vous l'avez développée pendant un certain nombre de temps que il faut que vous restiez attaché à cette idée-là. Gardez ça en tête. Bon, je ne vais pas tous vous les faire parce que là, sinon, à 17h, on n'a toujours pas fini. En fait, il y a une liste de tous les biais cognitifs qui a été fait par Design Hacks, qui est très bonne. Je vous enverrai cette présentation de toute façon avec le lien. Donc, vous pourrez tous les retrouver si vous aimez ça. En conclusion, voici finalement ce que vous savez, alors, en vert, les choses que vous savez, vous en êtes conscient. En bleu, les choses que vous ne savez pas, que vous savez que vous ne savez pas. Et donc en rouge, les choses que vous ne savez pas, que vous ne savez pas. Voici la partie la plus importante en fait. Vous arrivez aujourd'hui dans un océan, puis vous allez naviguer à vue. La posture qu'il va falloir que vous ayez à partir de maintenant, c'est on part en format expérimentation. Il n'est pas question de me dire j'ai mon produit, je sais où je m'en vais, c'est bon. L'idée, ça va être plutôt de se dire non, j'explore. Je prends mes jumelles, je regarde. C'est sûr qu'il faut avoir un cap. Samy, l'autre jour, parlait d'une vision. Il faut avoir une vision, il faut savoir pourquoi vous le faites. Mais il y a énormément d'assumptions que vous allez avoir au cours de votre chemin. Et s'il devait y avoir peut-être une slide qui devait être la plus importante aujourd'hui, même si ce n'est pas la plus politiquement correcte, ce serait peut-être celle-là que je veux que vous gardiez en tête. Donc, je vous ai parlé de psychologie, maintenant on va parler un petit peu d'entrepreneuriat, parce que pour rattacher un petit peu tout ce que je viens de vous dire avec l'entrepreneuriat, donc je vous ai parlé la dernière fois de la triptyque, viabilité financière de votre projet, désirabilité, finalement est-ce qu'il y a un besoin, et faisabilité technique. Donc tout ça vient avec énormément, comme je vous disais juste avant, de choses que vous ne savez même pas que vous ne savez pas, et donc on retrouve dans le modèle de Business Model Canvas que vous allez faire, on retrouve un peu cette triptyque-là, et on retrouve énormément d'exemples dans l'écosystème, ils sont innombrables honnêtement, d'entreprises qui auraient pu y réfléchir à la base. On appelle ça du leap of faith en anglais, mais je veux surtout revenir sur l'exemple dont je vais vous parler, qui était le Google Glass. Vous connaissiez, est-ce que vous connaissez cette technologie? Ou en tout cas, est-ce que vous en avez entendu parler? Ouais, ok. Alors, le Google Glass, c'était une espèce de vision dystopique. Maintenant, je peux me permettre de le dire parce que ça a été prouvé. Où finalement, tout le monde se baladerait avec des petites lunettes, avec une caméra. Puis, ce serait super parce que pour prendre, mettons, une story ou même juste une photo, il suffirait juste d'échanger avec quelqu'un et puis même pas de sortir son cellulaire pour prendre une photo, juste de faire un petit clic comme ça. Donc, évidemment, creepy. Mais on avait une gang d'ingénieurs qui s'est dit, bah non, on peut le faire. Les technologies sont prêtes, on peut le faire. On parle d'Internet des objets, on parle de systèmes embarqués,
On parle de wearable qui était très à la mode à l'époque où ils l'ont sorti. On peut le faire. Ok, vous pouvez le faire. Mais est-ce que vous devez le faire? Est-ce qu'il y a une désirabilité rattachée à ça? Est-ce que le monde avait envie finalement d'avoir une espèce d'outil qui ressemblait pas mal au livre 1984 là, où tout le monde finalement se checkerait avec une petite caméra? Non, pas forcément. Donc c'est venu avec beaucoup de billets de la part. Donc évidemment celui-là est très évident. Je pense que ça appuie vraiment mon point sur les billets, en l'occurrence de l'équipe d'ingénieurs qui l'a construit. Mais il y en a qui sont un petit peu plus subtils. Donc là, on est vraiment dans... en fait, c'est une question que j'ai envie de vous poser. Où est-ce que vous pensez que l'équipe de Google Glass a eu bon et n'a pas eu bon dans cette critique-là? Ouais. Là où ils n'ont pas eu bon, c'est la désirabilité. Ouais, exact. Exact. Absolument. Je m'appelle Google, je sais faire du mass product. J'ai toutes ces technologies-là, je les ai dans une certaine mesure dans mes différentes composantes. Évidemment, la faisabilité, j'ai tous les brevets du monde pour le faire, donc let's go. Mais attends, n'oubliez pas que vous vendez à des êtres humains, donc ça prend aussi cette adoption, right, cette désirabilité. Puis il y avait aussi la notion d'adaptabilité à l'écosystème qui aurait été un problème avec eux, pour eux à terme, parce qu'il y avait une notion aussi de vie privée, mais on va pas s'en aller là-dedans. Question pour vous. Quel est, à votre avis, le top 3 des causes d'échec en entrepreneuriat? Ouais. Ici, ouais. Ne pas aller jusqu'au bout. Ne pas aller jusqu'au bout. Donc pour toi, on échoue en entrepreneuriat à cause de la fatigue, genre? À cause de la fatigue mentale, à force d'échouer, de ne pas arriver à l'objectif, au but. Donc à un certain moment, on arrête, on ne continue pas. Parce qu'au moment où on ne doit pas arrêter, c'est peut-être ça le moment où on va vraiment réussir. Tu te souviens de la théorie de l'engagement que j'ai montré tantôt? Finalement, faut savoir s'arrêter aussi. Mais ok, je prends le point, c'est bon. C'est peut-être aussi une posture d'entrepreneur d'être capable d'être résilient, de surmonter un petit peu les événements. Ok, c'est un bon point. Ouais, attends, je prendrai ton point juste après, on a vu une dernière. Parfois des meilleures opportunités de carrière, plus stables, Ok, donc tu échoues. En fait, c'est pas que tu échoues nécessairement ta compagnie, c'est juste que tu as eu des meilleures opportunités à côté. C'est ça, il ok. Accepter socialement. Ouais, ok. Ok, donc non-alignement avec ses priorités personnelles. Ok. Ouais. Je dirais un non-alignement avec viabilité, désirabilité et faisabilité, particulièrement en ce qui a trait aux hypothèses et aux leap of faith qu'on peut faire en début de parcours. Donc, si dès le départ, on est à côté de la plaque parce qu'on n'a pas voulu tester sur le terrain, c'est sûr qu'une fois qu'on va démarrer la start-up pour vrai, ça va échouer. Pas de test sur le terrain, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait la validation de marché nécessaire. Ok, super. Ouais. Peut-être un manque de ressources. Manque de ressources, manque de capital. Quand c'est trop vite. Quand c'est trop vite. Intéressant. C'est le cas pour beaucoup. C'est pas dans le classement, mais oui, c'est effectivement le cas pour beaucoup. Ouais. Je dirais dans le timing du marché, le marché peut s'entrer à accepter. Time to market, une technologie qui arrive qui est prête, mais comme l'iPad, quand il est sorti, c'était bien beau, mais en fait, elle avait 10 ans cette technologie, elle avait été lancée avant. C'est juste que le time to market n'était pas là. Ok, ouais, c'est bon. Essayer de résoudre un problème que d'autres personnes peuvent mieux faire. Donc si tu as une idée qu'elle est vraiment bonne, mais que les grandes compagnies s'en rendent compte, ça se peut qu'ils l'adoptent mieux que toi. Donc la compétition, ouais. Ok, je vais vous donner Alors, ce classement change tous les ans, il vient de changer, mais je vous donne la version 2021, où finalement on retrouve effectivement le besoin de marché, je l'ai mis en jaune là, en fait, manque de capital, donc manque de ressources, effectivement, qui arrive en premier. Pendant un bon moment, le besoin de marché non répondu, en fait non rencontré, a été en haut de la liste. Là, il est juste descendu d'un petit peu, là, à 35%. Et vous voyez, une entreprise sur 3 échoue parce qu'il n'y a juste pas de besoin de marché. Je pense que c'est celle-ci qui est genre criante. Puis si j'étais à votre place, ou même à ma place si j'entreprenais, la première chose que j'irais faire, c'est d'aller voir si oui ou non, si on revient à la slide de tantôt là, s'il y a de la désirabilité sur le marché, avant même de s'occuper du reste. En fait, pendant qu'on s'occupe du reste, mais en priorité pour commencer. Et puis oui, effectivement, la startup dépassée par sa compétition.
Alors ça c'est un enjeu pour évidemment toutes les entreprises, mais quand je vous disais tantôt qu'il fallait avoir un aspect, j'arrive à toi dans une seconde, un aspect innovant, justement, une expertise de la solution, bah, vous en tant que polytechnicien, c'est une bonne nouvelle, vous êtes quand même dans un environnement où vous êtes capable d'avancer justement votre expertise dans la solution, peut-être même de breveter votre technologie à terme, donc c'est-à-dire d'avoir une propriété intellectuelle, de ce qu'on appelle des barrières à l'entrée, donc finalement de développer des compétences techniques qui sont si fortes et si nichées dans quelque chose que finalement vous allez vous retrouver à possiblement pouvoir dépasser complètement la compétition. Parce que si je reprends l'exemple des grandes compagnies, les grandes compagnies c'est des généralistes. Si vous faites un produit niché, et les généralistes vont peut-être pas aller dans cette niche-là parce qu'il n'y a peut-être pas une opportunité assez bonne pour eux. Et donc si vous arrivez à trouver cette niche, alors possiblement ça peut être intéressant. Par contre effectivement si vous essayez d'aller compétitionner un Google sur un moteur de recherche généraliste, bon, là c'est sûr que vous allez directement dans la cour des grands. Ouais. Je voulais juste savoir c'est quoi ça va être chaque pourcentage parce que ça donne plus 38% des compagnies interviewées par CB Insights disent avoir échoué à cause d'un manque de capital. Fait que c'est 110 startups qui ont échoué. C'est ça, qui ont été interviewées. Ouais. C'est comme, mettons, c'est pas la raison principale. La raison principale d'échec, c'est le manque de capital. Ça, c'est le top 3. Ouais. C'est vrai que j'aurais pu mettre 1, 2, 3, mais j'ai pas fait ça. Et en fait, le dernier ici, vous pourriez vous dire, ah mais le produit était pas bon, je sais pas, la technologie était mal livrée. Non, 8%. Une entreprise sur 10 seulement. Et comprenez bien que ça, c'est des questions qui ont été posées aux entrepreneurs. Et qu'on leur a donné le choix à eux de dire, moi je pense que c'est parce que mon produit était pas bon que j'ai échoué. Même à ça, parce qu'on pourrait penser que tous ces biais-là vont faire que tu penserais que ton produit c'était vraiment la cause de l'échec, mais non, ils te disent les entrepreneurs là, mon produit s'il est mauvais, c'est pas vraiment ça qui me fait échouer en affaires. Ouais. Est-ce qu'il y a c'est global, ça peut généraliser à peu près des startups au Canada et aux États-Unis, ou c'est principalement sur Montréal ou sur, on parle d'entreprises technologiques qui ont été interviewées par CB Insight. Je pense que comme toutes les études généralistes, faut l'apprendre. Il y en a à apprendre, il y en a à laisser. On a des patterns ici généraux. Mais de mon expérience personnelle, ça résonne beaucoup. Ouais. Mais est-ce qu'il y avait des fois plus qu'une cause? Parce que comme ici, c'est vrai que ça donne plus. Bien sûr, ouais, bien sûr. Une fois de plus, c'est pas moi qui ai roulé cette étude-là, mais bien sûr, ça devait probablement être une étude où il te disait all of the above ou juste un de tous. En fait, je serais curieux de t'entendre, peut-être Pénélope, toi qui as de l'expérience à l'asset. Est-ce que ça résonne avec toi? Surtout, c'est vrai que le manque de capital, on le voit beaucoup, surtout c'est pensé avec le marché. Là. Mais pas de besoin de marché, c'est sûr que le fameux fit market qu'on essaie de trouver, c'est la clé du succès. Et ça va être demandé par tous les bailleurs de fonds éventuellement aussi. Donc un peu pour aller regrouper le manque de capital, un va pas sans l'autre. Donc si on veut justement convaincre des gens du potentiel de notre prouver à plusieurs reprises, pas avec un seul projet pilote client, mais avec la gestion. Exactement. Je vais revenir sur un point que tu as dit. Ouais. Moi, je me demandais, est-ce qu'il n'y avait pas justement des facteurs cognitifs qui faisaient en sorte que les entrepreneurs ne voulaient pas avouer que c'était la faute de leur projet, que ça avait pas, de leur produit, que ça n'avait pas marché? Parce que c'est facile de dire, ah ben on m'a juste pas assez donné d'argent, ah c'est le marché qui n'a pas fonctionné, genre, et c'est pas mon produit. J'aime votre esprit critique en passant. Vous avez un super bon esprit critique, j'adore ça, c'est une des compétences qu'il faut en entrepreneuriat. Très bonne question. Comme tout sondage et comme toute étude qui se respecte, CB Insights a probablement développé en fait une expertise là-dedans. J'imagine que leur test a été fait de façon professionnelle. Je ne peux pas parler en leur nom, mais effectivement, tu as raison. On donne l'opportunité à des entrepreneurs de le dire. Peut-être que CB Insights a aussi regardé directement comme, mettons, ce qui s'est réellement passé, mais sans forcément l'interviewer. Incapable de dire ça, je ne vais pas vous mentir. Mais en tout cas, c'est une étude qui fait référence. Moi, je la vois passer à chaque fois sur LinkedIn, dans mon réseau, etc. C'est quand même une grande référence. Fait apprendre avec sa mesure, mais apprendre pareil. Là, c'est vos billets, hein. Vous les payez croire. Non, non, c'est bien, c'est de l'esprit critique. Pour ce qui est du volet bailleur de fonds, on parle de la psychologie de l'entrepreneur aujourd'hui, fait que je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, un bailleur de fonds, globalement, c'est quelqu'un qui vous donne de l'argent. Ces personnes qui vous donnent de l'argent vont peut-être voir votre technologie, vont se dire super, mais vont surtout regarder ce que vous avez fait pour aller comprendre un petit peu quel était le besoin sur le marché. Et tout ça, c'est des preuves.
On parle d'un projet pilote. Un projet pilote, c'est une façon d'avoir de la traction. Si vous avez une application mobile B2C, ça peut être 100 000 utilisateurs qui montrent que vous êtes quand même un peu en business, qu'il y a de la demande. Si vous vendez des ailes d'avion, c'est une lettre d'intention, etc. L'idée, c'est toujours ce sera toujours de toute façon d'aller trouver un besoin de marché, pas juste pour vous et pour vous rassurer, mais aussi pour rassurer les personnes qui vont vous donner de l'argent et qui vont être essentielles pour le succès de votre entreprise. Revenons à nos moutons et reparlons de psychologie. En tant qu'entrepreneur, vous avez un certain degré de contrôle. Parce que là, je viens de vous montrer les raisons de l'échec et vous dites « Ah, mais moi, je ne maîtrise pas 100% ça, qu'est-ce que je fais? Alerte ». Rassurez-vous, vous avez un degré de contrôle. Pour construire une automobile, alors évidemment, cet exemple est très simple et très caricatural, mais on va le prendre pareil. Pour construire une automobile, vous avez deux choix. Premier choix, je construis la première roue, ensuite le châssis, puis ensuite la carrosserie, puis après ça, je suis en business, j'ai mon auto. Okay? Le problème, c'est que si on parle de vos clients finaux, jusqu'à ce que vous ayez l'auto et que vous ayez dépensé tout votre temps et toutes vos ressources pour aller, non pas bâtir une auto, mais peut-être 100 ou 1000, parce que c'est ça finalement l'entrepreneuriat, c'est d'essayer de scaler sa production. Rendu là, si jamais il n'y a pas forcément de demande associée à ce que vous voulez donner, vous avez perdu votre temps et vous échouez, tout simplement. Je répète, l'exemple est très simple, mais on va parler ici plutôt de proposition de valeur. La personne veut se rendre d'un point A à un point B. Qu'est-ce qu'on peut faire? On lui donne un skateboard. Bon, la personne peut se rendre d'un point A à un point B. Ok, elle aime le skateboard, mais elle aimerait avoir plus de contrôle. Ok, on lui met comme une petite affaire qui rend ça un scooter, une trottinette, dépendamment de comment vous voulez l'appeler. Puis ensuite de ça, non, on veut un peu plus de rapidité. Ok, on va ajouter un feature, finalement ça va devenir un vélo. Non, ok, on a des plus grandes distances à couvrir. Ok, ce vélo, il va devenir une motocyclette. Puis non, finalement, en cas d'intempérie, mon client veut se protéger. Ok, donc ça va devenir une auto. Je répète, cet exemple est très caricatural, ne le prenez pas à la lettre, mais ce que je veux vous montrer ici, c'est que vous avez un degré de contrôle dans le sens où vous avez la possibilité d'avoir un processus itératif en entrepreneuriat. À chaque fois, quand vous êtes à l'écoute de vos clients, vous pouvez un petit peu plus développer la technologie, mais ce qui est important dans la phrase que je viens de prononcer à l'instant, c'est si vous êtes à l'écoute de vos clients, alors vous développez la technologie. Et pas l'inverse. Vous n'allez pas développer la technologie et ensuite dire... C'est un peu comme le bébé, vous savez, quand vous montrez, je ne sais pas si vous avez comme des membres de votre famille qui arrivent et qui vous montrent des photos de leur bébé. Là. Puis, est-ce que vous le trouvez beau, mon bébé? Bien sûr, vous allez dire oui. Enfin, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui disent non des fois. Là. Vous êtes bien cruel, mais évidemment vous allez dire oui, mais c'est pas pour autant que vous le pensez. Donc, attendez pas d'aller montrer le produit final au consommateur. Pour lui demander si c'est bien, vous y allez par petite itération. Comment? Tu lui montres la bedaine, tu lui montres la bedaine, ouais, c'est ça. non, mais le point que je voulais faire, c'est vrai que j'ai pris un petit shortcut ici, là, mais globalement, ce que je veux dire par là, c'est que parce que l'exemple du bébé, c'est un exemple qui est souvent pris en entrepreneuriat, à savoir, mon projet, c'est mon bébé, j'ai vraiment envie de, c'est comme quelque chose auquel je tiens énormément, puis là, quand je vais te le montrer, il y a comme une énergie que tu donnes de alors, qu'est-ce que tu en penses de mon produit? Bon, les personnes peuvent vous dire pendant des interviews, oui, c'est pas mal, mais en fait, si tu passes, si on sort de l'idée du bébé, là, parce que ça devient un peu creepy de parler de ça, mais si on rentre dans un côté un peu plus technique, comme si tu arrives, non pas pour dire, regarde ma techno, qu'est-ce que tu en penses, mais plutôt, parle-moi de ton besoin, la dernière fois que tu as fait face à telle et telle situation, genre, qu'est-ce qui t'est arrivé, puis pourquoi tu n'as pas trouvé la bonne solution, qu'est-ce qui te manquait? C'est vraiment juste la même conversation, mais sous deux angles complètement différents. Plutôt que de dire, regarde, c'est magnifique, l'idée c'est de dire, non, je me mets dans une posture d'écoute. Puis on revient à la psychologie, là, c'est quand même... Moi j'ai mon idée de ce que je pense que tu veux, mais regarde, je vais juste écouter, puis je vais essayer de comprendre ce que tu penses. Et puis je vais faire ça avec toi, mais je vais faire ça avec plein d'autres personnes de mon segment de clients, pour savoir s'il y a des patterns. Et en voyant ces patterns-là, je vais peut-être avoir l'insight qui va me permettre, désolé pour les anglicismes, qui va me permettre de savoir exactement quel produit je vais lancer en V1. Qui va peut-être pas être le meilleur, qui va peut-être pas répondre aux besoins de tout le monde, mais en tout cas, celui qui va vraiment correspondre à ce que j'ai entendu sur le terrain. Donc voilà pourquoi je parlais de bébé. Donc ne restez pas accroché à votre idée initiale en fait, c'est exactement le point. Là vous avez tous une super bonne idée, je répète. Ne restez pas accroché à votre idée initiale. Est-ce que vous connaissiez
Probablement pas. Est-ce que vous connaissiez ces céréales? Oui? Sérieux? Oh shit, ok. Ok, on a des amateurs là. C'est juste que ça me paraissait tellement grotesque à la base que quand je l'ai cherché sur internet, je me suis dit. Classique Silicon Valley. Bon, en tout cas, 2008, je crois, élection McCain contre Obama. Donc là, tu as des petits malins de la Silicon Valley qui n'étaient pas du tout des personnes qui savaient faire des céréales à la base, ils ont juste mis des céréales dans une nouvelle boîte mieux packagée, puis ils allaient dans les endroits de campagne de McCain et d'Obama, puis ils allaient tout simplement vendre les céréales McCain aux gens. Bref, rien de bien révolutionnaire, mais en tout cas, c'était du monde c'était deux étudiants qui avaient vraiment le grit là pour entreprendre. Est-ce que vous savez ce qu'est devenu cette compagnie? Donc ça, c'est l'idée originale. Est-ce que vous savez ce qu'est devenu cette compagnie? Ok, je vais continuer un peu l'histoire. Donc, ces personnes-là, bon, à un moment donné, vendre des céréales, ça va bien, mais c'est pas eux qui les produisaient, fait qu'au final, ils faisaient pas beaucoup de marge. Bref, ils commençaient à être sacrément broke. Et donc, comme ils dormaient dans des endroits un peu à droite à gauche et qui étaient généralement, c'était des chambres d'hôtel, mais qui payaient trop cher, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de prendre des lits gonflables en fait, de camping, puis de le mettre par terre, de transporter ça, puis de demander, en fait, par un moyen qui était hors tech, de demander à du monde s'ils avaient le goût de dormir sur ce lit-là, sans forcément, en payant en fait pour le fait de pouvoir dormir dans leur chambre d'hôtel sur le petit matelas gonflable. Est-ce que ça vous donne une meilleure idée de quelle compagnie c'est devenu? Genre Airbnb. Genre Airbnb, je sais pas. Airbnb, Airbnb, ok. Fait que, évidemment, c'est un gros raccourci là, mais parce que les céréales ne sont pas devenues la technologie Airbnb en tant que telle, mais on avait quand même des personnes qui avaient ici une posture de se dire on va pas rester accroché à juste ça, on va juste voir ce qui fonctionne. Puis là, en l'occurrence, ça a vraiment fonctionné. Le monde venait dormir sur leur airbed, ils ont commencé à programmer de quoi, à mettre ça en ligne rapidement, puis finalement, il y avait un besoin. C'était juste moins cher, puis ça faisait la job. De quoi avait besoin leur segment de clients? De passer une nuit avec un toit. Pas d'être confortable, pas avec tout le service d'un hôtel, non, juste de passer au travers de la nuit, puis c'est devenu Airbnb. Évidemment, depuis, c'est un peu plus fancy là, mais c'est ça. Comment s'appelait ce jeu? Je crois que c'est Glitch. Bon, petit jeu pour desktop que probablement personne d'entre vous connaît. Est-ce que quelqu'un connaît ce jeu? Non? Ok. Bon, la particularité de ce jeu-là, c'est que les développeurs qui travaillaient dessus, à un moment donné, ils se sont dit, hey, plutôt que de s'envoyer des courriels là, toute la journée, pourquoi est-ce qu'on n'ouvrirait pas comme on prépare un petit produit interne là, juste pour nous, où en fait, regarde, c'est super simple. Si j'ai besoin de t'écrire à toi, je t'envoie juste un message à toi, puis si j'ai besoin de parler à l'équipe front-end, mettons, ou quoi que ce soit, on crée juste une chaîne front-end. Finalement, il y avait MSN qui existait à l'époque. À chaque fois que je dis ça, je me sens vieux. Finalement, c'est de faire un MSN un peu pour nous, quoi. Bon, je pense que vous voyez où je m'en vais, une fois de plus. Ils ont développé ça en interne, puis guess what, genre, le bruit a commencé à courir qu'il y avait cette solution interne, je répète, ce produit interne qui n'était pas censé être commercialisé, qui a été développé par ce monde-là. Puis ça a suivi son cours, et puis ce que ça a fini par devenir, c'est Slack, donc, qui est une société, une licorne aujourd'hui, produit technologique extrêmement utilisé, qui connaît énormément de succès, donc une fois de plus, évidemment, le jeu vidéo a été complètement abandonné pour développer cette solution technologique. L'équipe a un petit peu changé aussi, mais une fois de plus, ce que je veux vous dire, c'est que la posture, c'était de se dire, on ne reste pas accroché à l'idée initiale. Peut-être un peu plus en ligne avec la réalité locale. Est-ce que vous connaissez Pure Vodka? Nicolas Duvernois, ouais. Peut-être que celui-là, vous l'avez. Est-ce que vous pouvez me dire ce que Nicolas Duvernois a pu faire avec sa vodka? Allez, il y a 2-3 ans. Il y a 2-3 ans, il y avait une pandémie, puis on avait besoin de quoi? Sanitizer, exactement. Voilà. Donc évidemment, c'est pas que l'industrie de l'alcool en tant que tel, et breuvage, était en déclin pendant la Covid, mais il y avait une technologie qu'il avait.
qu'il était capable d'utiliser pour faire aussi du désinfectant pour les mains. Une fois de plus, agilité. Donc, je voudrais revenir quand même sur une notion qui est souvent, à l'université surtout, souvent utilisée, qui est la notion de succès en entrepreneuriat. Parce que finalement, la raison pour laquelle vous venez dans cet incubateur, c'est pour avoir du succès en affaires. Et puis la raison pour laquelle vous m'écoutez aujourd'hui, vous parlez de la psychologie de l'entrepreneur, c'est pour savoir quelle psychologie adopter pour avoir du succès vous-même en affaires. Maintenant, la notion de succès, c'est un petit peu comme la notion de passion que je vous ai introduit au début. Elle est un petit peu galvaudée, et puis vous allez voir beaucoup de vidéos. Alors, je ne sais pas si, en tout cas moi, comme je fais beaucoup de recherches sur Google sur l'entrepreneuriat, et que je suis un homme blanc, Google est désespéré pour que je regarde ce genre de vidéos, et des fois j'en trouve sur mon feed. Getting rich is super easy, how to be a millionaire overnight, etc., etc., etc. Bon, si vous avez passé dans votre feed, c'est très bien. Et si vous l'avez, attention aux sirènes. Le succès en entrepreneuriat est multifactoriel et il y a vraiment des différences entre, mettons, des modèles où je fais du dropshipping sur Amazon. Je ne dis pas que c'est pas bien de faire du dropshipping sur Amazon, je dis juste que de bâtir une entreprise technologique avec une innovation en arrière, bâtir une équipe, puis aller au travers de toutes les étapes, c'est beaucoup plus difficile que de juste boursicoter ou faire du dropshipping, donc c'est vraiment différent. Puis aujourd'hui, il y a cette notion justement de vouloir être son propre patron, get rich fast, avoir du succès, être un petit peu cette personne à succès. C'est pas nouveau, hein. L'homo sapiens a toujours voulu se tirer vers le haut en ce qui concernait sa classe sociale, mais attention parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup avec la mouvance libertarienne depuis un petit moment, c'est ce narratif justement autour de l'entrepreneuriat, que ça peut être facile, qu'avec tous les outils d'intelligence artificielle, comme vous allez pouvoir tout automatiser, vous allez juste travailler 4 heures par semaine depuis Bali, puis gérer comme 3 entreprises en même temps. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Okay. Vous savez de quoi je parle. Okay. Vous savez de quoi je parle, vous savez qui sont ces personnes-là. Donc je voulais quand même tirer un petit peu votre attention là-dessus. Donc oui, l'entrepreneuriat ressemble à ceci, vous entendez toujours parler d'eux, il n'y a pas besoin de les nommer. Deux personnalités, donc nommées pareil, Elon Musk et Jeff Bezos, 2 personnalités très respectables, qui ont chacun des compétences très sharp dans le management de leur équipe, etc. Mais justement très surexposées. Donc finalement, vous entendez beaucoup parler d'eux, et malgré le fait que leur succès soit indéniable, il est venu avec beaucoup de privilèges, et finalement ce que malheureusement ça dit, c'est que l'entrepreneuriat n'est accessible qu'à des fois à une certaine partie de la population qui ressemble finalement à ces personnes-là. L'entrepreneuriat, évidemment, vient avec beaucoup de privilèges, ça prend déjà du capital de départ, mais ça peut aussi venir avec un peu plus que ça, et on a des exemples qui le montrent très clairement. Est-ce que vous connaissez ces personnes-là, ou au moins une de ces personnes-là? Je vais vous prouver mon point en fait avec chacun des exemples ici. On a le premier qui est Jimmy Wales, qui est le cofondateur de Wikipédia, qui a créé ça vraiment à partir de rien. Wikipédia, ce gars-là est même pas millionnaire aujourd'hui, en passant. Donc on a vraiment un contre-exemple du fondateur techno. Pourtant c'est une technologie que vous utilisez tous les jours là. Puis même si vous n'utilisez pas Wikipédia en tant que tel, si vous utilisez ChatGPT, c'est basé sur Wikipédia, fait que vous l'utilisez tous les jours. Google aussi. Donc ce gars-là vraiment a toujours eu une vision de l'information pour l'humanité, puis vraiment dans une veine d'encyclopédie accessible à tous et à toutes. Aujourd'hui on est capable de donner dans un Raspberry Pi mettons, tout le savoir, toute l'encyclopédie mondiale à des villages, mettons au Botswana, de Wikipédia, une fois plus dans une toute petite device. Pourquoi? Parce que ça a été conçu pour ça, et parce que sa philosophie de base était celle de se dire je veux que le savoir finalement ne soit pas réservé à une élite. Right? Donc il y a ces contre-exemples-là, mais là je vous parle d'un autre homme blanc, donc vous allez me dire ok, mais donne-nous 2 exemples. Ok, un autre homme, mais pas blanc cette fois-ci, Mohamed Yunus, qui a fondé la Grameen Bank. La Grameen Bank, en fait, fait du microcrédit. Le microcrédit, pour faire simple, c'est des crédits donc, qui sont des microcrédits, des très petits crédits qui sont faits dans des pays pauvres, dans des communautés pauvres, des crédits qui sont octroyés aux femmes, qui sont connus pour être des meilleurs gestionnaires de portefeuille, en tout cas,
que des hommes dans ces villages-là. Donc qui parie sur le matriarcat et qui fait des crédits donc à taux zéro, en partant du principe que si on met suffisamment de pairs, c'est-à-dire de personnes qui entourent les personnes qui reçoivent les crédits comme responsables du fait que ce crédit soit remboursé, alors ce modèle peut fonctionner. Et en l'occurrence, ça marche. C'est une innovation qui a été extrêmement saluée. Mohamed Younous vient souvent à HEC à côté faire des conférences si vous êtes intéressé. Donc voilà, on a aussi ce genre de modèle-là. C'est aussi ça l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui répond au plus grand bien. Puis bon, je mentionne Sarah Blakely parce que j'ai entendu un podcast de elle avant avoir fait ces slides-là, mais j'aurais pu parler d'autres femmes entrepreneurs, qui est donc l'entrepreneur de Spanx, qui est une marque de lingerie. Bon, je vous parle d'elle parce qu'en l'occurrence, son histoire est intéressante, puis je vous invite à vraiment regarder, écouter finalement ce podcast, How I Built This, with Gary Raz. Je vous en dis pas beaucoup plus maintenant, mais allez faire un tour là-dessus. Et honnêtement, c'est ce que je vous ai mis dans le poly-up. S'il y a un podcast que vous devez écouter maintenant, au tout début du process, là, parce qu'il y en a plein les podcasts. S'il y en a un que vous devez écouter maintenant, je vous conseille d'écouter celui-ci, How I Built This, parce que c'est beaucoup de fondateurs, certains connus, certains un peu moins, qui vous racontent exactement comment c'était les tout premiers jours. Puis c'est très intéressant. Là. Le dude qui a créé 1-800 God Junk, là, les espèces de camions poubelles et tout ça. Ça paraît vraiment pas sexy son affaire là, c'est des camions poubelles genre privés, mais en fait c'est vraiment intéressant, genre il est passé évidemment Airbnb, vous pouvez l'entendre aussi, fait je ne vais pas tous vous les faire là, mais je vous invite vraiment à sauvegarder ça dans un coin de votre tête. Pour la suite, à l'époque où j'ai fait cette présentation pour la première fois, je venais de mettre un post sur LinkedIn qui parlait d'entrepreneurs qui allaient au-delà du heropreneurship qui a été théorisé par Oxford. Tout ce que je vous dis depuis tantôt, ce n'est pas mes opinions propres, c'est des choses qui ont été étudiées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, avec une posture beaucoup plus individuelle et individualiste, semble se rapprocher de plus en plus du heropreneurship, à savoir que l'entrepreneur, c'est un peu le héros qui va, avec sa cape, sauver l'humanité. Non, ça prend un village et garde toujours en tête, toujours en tête que quand bien même c'est une démarche très individuelle, l'entrepreneuriat, ça vous prendra toujours d'avoir des incubateurs, des bailleurs de fonds, du monde qui va vous entourer, votre famille, etc. Fait que c'est un bon parallèle pour moi, pour vous parler de quelque chose qui est fondamental, en fait, dont personne ne parle aujourd'hui dans l'écosystème, mais qui est vraiment très important. C'est vous et le fait que vous vous mettiez en priorité numéro 1. Les chiffres montrent aujourd'hui que 62% des entrepreneurs ont des symptômes de dépression une fois par semaine. Si on se parle de psychologie d'entrepreneur, il faut qu'on se parle aussi de santé mentale. Je répète, 62% des entrepreneurs ont des symptômes de dépression une fois par semaine. Donc, ça, c'est une étude qui a été faite, je crois, en 2019 par le Canadian Mental Health Association, en partenariat avec la BDC. C'est assez alarmant, et moi, ça me dit une chose, c'est qu'on n'a pas assez formé les entrepreneurs au mécanisme, justement, de bien-être. Puis on se parle de bien-être, là, je sais que ça peut paraître un peu plate pour certains, je veux dire, tough it up, t'es entrepreneur, let's go, 80 heures semaine, t'es capable. Oui, mais jusqu'à un certain point. Okay. Vous restez malheureusement biologiquement limité, là, jusqu'à ce que Elon Musk vous mette des Neuralink dans le cerveau, en tout cas pour l'instant vous l'êtes toujours. Donc le fait d'être biologiquement limité vient avec évidemment une condition qu'il faut que vous considériez, qui est celle de votre repos, de votre santé mentale, etc. Donc pour ça, on va pouvoir en reparler après dans la session de questions et réponses, mais il y a énormément de choses que vous pouvez faire, à savoir, déjà, premièrement, essayer de prendre beaucoup de breaks, essayer vraiment de faire d'autres activités, comme par exemple prendre l'air, aller parler à des amis, la sociabilisation. Si on se parle de l'homo sapiens et de tous nos mécanismes, on doit savoir qu'on est une espèce qui a été bâtie par justement le fait d'être social et d'être constamment en interaction avec des humains. Donc l'entrepreneuriat n'est pas une prison dans laquelle vous devez vous enfermer seul. Au contraire, c'est une chance pour vous aussi d'avoir un projet, d'aller trouver beaucoup de monde à qui parler. Bref, je vais revenir là-dessus après parce qu'il y a plein de possibilités d'aller mieux. Mais gardez ce chiffre en tête, s'il vous plaît, parce que si vous n'y faites pas attention, ça pourrait aussi vous arriver et on n'a pas forcément envie que ce soit le cas.
évidemment aller faire appel à des professionnels si ça venait à s'aggraver. Dans le polyup, je vous ai mis donc tout à la fin, vous verrez là, c'est comme il y a un petit rond, puis c'est les ressources utiles pour vous pour la suite. Dans ces ressources-là, il y a des ouvrages en psychologie, donc ce que j'ai surligné ici, qui pourront vous permettre d'approfondir un petit peu ce sujet-là en particulier. Et honnêtement, Flow, The Psychology of Optimal Experience, par l'auteur dont je n'arrive toujours pas à prononcer le nom après plusieurs années, Csikszentmihalyi, voilà, je m'essaye. Ce livre est probablement mon livre préféré dans le monde des affaires, celui-ci. Donc je vous recommande vraiment de le lire, les autres aussi. Système 1, Système 2 est très intéressant aussi pour vraiment comprendre les deux vitesses de la pensée. Daniel Kahneman est d'ailleurs une personne que je vous invite vraiment à suivre sur LinkedIn. Il a toujours beaucoup d'insights super intéressants. Puis Still Like an Artist, je vous parle aussi en tant qu'artiste, j'ai trouvé ce livre extrêmement pédagogue et assez digeste. Hein. Si vous n'aimez pas vraiment les gros livres épais là, et que vous aimez les choses un peu plus le fun, un peu plus illustrées, Still Like an Artist est un bon début. Il y en a d'autres, mais par souci de résumé, je vous ai mis que cela. Donc, en résumé, c'est bon, on est à l'heure. Restez à l'écoute de vous-même et comprenez pourquoi vous vous lancez en affaires, votre pourquoi, travaillez votre pourquoi. Soyez honnête avec vous-même. Comprenez quelles sont vos forces, parce que vous en avez tous dans cette salle, puis elles sont toutes différentes en passant, et quelles sont vos lacunes. Une fois de plus, vous en avez tous dans cette salle, moi le premier, et exploitez-les correctement, / trouver des cofondateurs qui savent exploiter ces lacunes correctement. Donc construisez-vous une équipe multidisciplinaire, capable de laisser son ego de côté, très important. Je pourrais vous en parler de mon expérience personnelle avec mes cofondateurs, et probablement moi-même à l'époque. Beaucoup d'ego, beaucoup de toxicité. Laissez son ego de côté, trouver des personnes capables de combler vos lacunes. Vos cofondateurs aussi doivent être capables de comprendre quelles sont leurs lacunes. Ça tombe bien dans le polyup, vous avez comme quelques exercices qui vous permettent de faire ça. Restez toujours à l'écoute du marché, absolument toujours. Vous voulez vous mettre en entrepreneuriat parce que vous ne vouliez pas de boss à Bombardier ou à, je sais pas, eh ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, votre boss, c'est votre client aujourd'hui. Et puis, il ne va pas prendre les pincettes que votre boss à Bombardier aurait pris là. Les clients, s'ils n'aiment pas, ça ghost. Donc, restez toujours à l'écoute du marché si vous ne voulez pas vous planter. Et donc, développez aussi les réflexes, ayez conscience de ces biais cognitifs qui vous feraient ne pas être suffisamment bien à l'écoute du marché. C'est pas parce qu'on lit, on essaie de lire le marché qu'on le lit correctement. Restez toujours fidèle aux valeurs de votre entreprise. Une fois de plus, Samy l'a mentionné l'autre jour, il parlait de sa vision, il parlait de ses valeurs. Bon, vous voyez où il en est rendu, Samy, 3 ans après avoir commencé. Je pense qu'on peut l'écouter et s'en inspirer. Sachez vous entourer et ne visez pas la lune trop tôt, mais visez-la quand même, avec quand même un hommage à Elon Musk et une de ses fusées qu'il a lancées. Voilà, merci à tous pour votre écoute. Et qu'est-ce que ça vous inspire? Pour vous, c'est quoi la conclusion, le résumé de tout ce que je viens de vous dire? Oui. Faire attention au biais cognitif. Faire attention au biais cognitif. C'est lequel qui t'a le plus interpellé? Celui j'ai juste de l'engagement. Théorie de l'engagement. Ouais. Donc, en fait, les autres, on avait déjà entendu parler. Il y avait Kruger. Denis Kruger? Ouais. Mais celui de l'engagement, ouais, ça peut être risqué que de s'attacher vraiment beaucoup à un projet qui, finalement, si tu n'écoutes pas le marché, si tu n'écoutes pas la demande. Faut garder ça en tête. Faut garder ça en tête. Ouais. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que quand on a placé sur les axes les personnalités d'un entrepreneur, je ne me suis pas du tout inconnu dans le profil type. Je trouvais ça intéressant parce que je pense pas qu'il y a nécessairement une bonne façon d'être. Puis à la fin, c'était comme wrap it up en disant entourez-vous des gens qui vont comprendre la clé. Exact. Puis reconnaître vos forces puis exploiter-les. Au début, c'est impossible de croire que tu vas avoir toutes les forces, mais c'est de comme double down sur tes forces, puis à un moment donné, quand tu es prêt pour avoir une équipe, tu vas chercher des gens qui vont combler tes forces.
Exactement, exactement. Puis c'est sûr que si on regarde ça, moi je score la moitié de ça aussi. Ça veut rien dire. En fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est une analyse statistique faite par l'Université de Michigan dans un contexte aussi américain, etc. Donc, gardez pas ça comme argent comptant, c'est pas parce que vous n'êtes pas là-dedans. Mais effectivement, tu as raison, l'importance de l'équipe. Si vous êtes extrêmement introverti et que pour vous, aller parler à un client potentiel, c'est vraiment proche de votre pire cauchemar, allez vous trouver un cofondateur qui tripe à aller sur le terrain. Il y en a, il y a vraiment des personnes comme ça, et vice-versa. Si ça vous tanne de coder votre technologie, parce que vous, ce que vous voulez en entrepreneuriat, c'est au contraire c'est d'aller sur le terrain, etc., bah, trouvez un CTO, un cofondateur ou une cofondatrice qui va aimer passer 8 heures par jour à coder une solution. C'est toujours une question d'équilibre. Puis, en fait, pour reprendre ce schéma-là, c'est, bah, je pense qu'individuellement, vous êtes tous capables de vous situer là-dessus, bah, aller chercher des personnes qui sont juste à l'opposé. Ce qu'on a tendance à faire en tant que grand singe en cravate, là, bah, c'est de travailler avec des personnes qui sont très similaires à nous. Et, si je suis un homme, je pourrais peut-être plutôt aller travailler avec un homme, statistiquement. Si je viens d'un milieu aisé, je vais peut-être plutôt travailler avec quelqu'un qui vient d'un milieu aisé. Si je suis très fort en technologie, je vais plutôt avoir tendance à travailler avec quelqu'un qui est pareil, qui est bon en technologie. Mais si vous êtes capable d'avoir le mix parfait avec... en fait, il y a... C'est peut-être un peu démodé là, c'était surtout une expression dans la Silicon Valley, mais avant il y avait la triptyque idéale en entrepreneuriat, c'était le hipster, hacker, hustler. Donc le hipster, c'était la personne plus en communication, qui savait vraiment brander, packager la solution. Le hacker, donc c'était la personne en techno. Et le hustler, c'était le ou la CEO qui était la personne là, qui allait runner le show. Mais une fois de plus, il n'y a pas de profil type. C'est vraiment ce que j'ai dit plusieurs fois, et puis vous ne vous laissez pas vraiment trop berné par ce que vous voyez ici, c'est juste une étude parmi d'autres. Mais ça vous donne un range. Ouais. Pour revenir sur l'exemple de glace. Ouais, Google Glass, ouais. Néanmoins, pour revenir, c'est que le marché, quand on arrive dans l'observability, ouais. est-ce que c'est pas, par contre, je ne suis pas tromper le client, et c'est-à-dire que dans certains domaines, par contre, les Google Glass en tant que tel, excellent point. Sont ouais. importants. Excellent point. Et d'ailleurs, je pense que je voulais vous le mentionner, donc merci. Les Google Glass ont finalement été quand même adoptés, en tout cas au début, avant que la compétition arrive dessus, ont été adoptés par alors, je sais pas vraiment comment on appelle ça, des ouvriers, des personnes qui étaient dans des hangars, mettons, vous savez, des caristes, qui pouvaient avoir des accidents. Puis là, il y avait énormément de litiges, mettons, avec des entreprises qui étaient vraiment parole contre parole, avec un cariste qui s'était ramassé une palette sur le genou, et puis qui poursuivait son entreprise pour accident du travail, etc. Fait qu'à un moment donné, les Google Glass ont été adoptés par les entreprises, ont été mis sur ces employés-là, justement pour vraiment essayer de voir tout ce qui se faisait. Puis après ça, il y avait aussi de l'analyse du traitement de l'image pour essayer d'harmoniser, d'optimiser finalement l'utilisation de ce que faisaient justement ces personnes-là sur le terrain. Et ça avait aussi été réfléchi pour des policiers, mais ça a été cancellé pour des raisons assez évidentes. Donc effectivement, le point que tu amènes est très bon. C'est pas parce qu'il y a un segment de marché qui ne va pas, en l'occurrence ici le mass market, vous et moi, que il n'y a pas de désirabilité. Il peut y avoir juste d'autres segments. Et c'est vraiment sur ça que vous allez travailler en passant les 4 prochains mois. Et c'est vraiment essayer de trouver le segment qui pogne, le beach and market, là, la plage de débarquement. C'est bizarre de dire ça en français, mais le beach and market en anglais, c'est vraiment comme, c'est quoi la niche que vous allez adresser maintenant, qui a un besoin criant. Et le besoin, c'est pas des lunettes avec une caméra. Le besoin, la proposition de valeur, c'est mettons le contrôle pour l'entreprise de la sécurité de son employé. On s'en fout que ce soit des lunettes avec une... Ça pourrait être une caméra sur le torse, ça pourrait être... Je sais pas, ça pourrait être autre chose. C'est juste la proposition de valeur qui est importante dans ce contexte. Ouais. Et du coup, comme on dit, il faut ne pas hésiter à changer d'idée. Il ne faut pas le prendre dans le sens trop radical non plus. Alors, il faut peut-être adapter son idée à un contexte. Il faut l'adapter aux besoins du marché. Une fois de plus, si la personne te dit « Moi, dans mon entrepôt, il y a trop d'accidents, puis je paye trop de frais de Lego parce que
des fois, j'ai des personnes qui me disent qu'elles se sont ramassées de quoi à cause de moi. Enfin, l'exemple est un peu cynique là en passant, mais comme, tu prends son besoin, tu dis c'est de quoi que tu as besoin. Moi, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Ok, donc pourquoi tu n'as pas pensé à installer juste des caméras? Parce que la caméra, des fois, elle cache le mouvement de l'employé. Quand il fait des affaires, je ne peux pas voir dans son dos. Ok, donc tu as besoin de quelque chose qui est plus embarqué. Oui, c'est ça. Ok, donc toi, dans le fond, ton besoin, c'est que la caméra puisse vraiment contrôler, voir de près les mouvements de la personne. Ok, donc la solution doit être sur le corps de la personne. Oui, c'est ça. Ok, alors moi j'ai des lunettes. Non, les lunettes ça marche pas parce qu'ils en ont déjà pour prévenir de la poussière qu'il y a, mettons, dans les mines. Ok, bon bah à ce moment-là on le fait sur le torse. Oui, le torse ça pourrait marcher à condition que ça touche pas à tel fil. Ok, donc on va designer un truc qui va être... Tu sais, c'est vraiment la posture de voici ton besoin, puis voici ce que moi derrière je vais aller faire dans mon labo. Une fois plus, c'est parce qu'il y a un client qui te dit ce qu'il veut, qu'il faut absolument le faire. Tu sais, ça prend quand même, ça dépend. Une fois plus, si vous faites une aile d'avion, si Bombardier vous dit si tu fais ça, je l'achète. Ok, faites-le. Mais pour la plupart des cas, ça prendra quand même qu'il y ait plusieurs clients potentiels qui vous donnent des besoins communs pour que vous alliez faire de quoi et retourner au laboratoire pour faire des lunettes avec une petite caméra. C'est vraiment une posture psychologique fondamentale. Et ce que je reviens à vous dire ici, c'est, je prends ta question dans une seconde, ce que ça revient à dire, c'est aller sur le terrain. Là, dans vos prochaines semaines, je veux dire, dans votre agenda, il y a des incubateurs, on ne va pas vous l'obliger, mais il y a des incubateurs qui font aller leurs entrepreneurs rencontrer 10 clients potentiels par semaine. Je répète, on ne va pas vous l'obliger, parce qu'on n'est pas à l'école et qu'on n'est pas là pour vous faire des devoirs, mais gardez ça en tête. Si vous êtes allé voir, mettons, 5 clients potentiels à la fin du parcours, vous avez raté ce parcours. Vous devez absolument aller sur le terrain, parler à votre monde. Gardez ça en tête, c'est à ça que ressemblera votre été. En plus du reste. Ouais. Ouais, je voulais savoir justement, quand vous avez dit s'il y a juste un client qui dit ce qu'ils ont besoin, est-ce que ça serait judicieux de aussi genre présumer qu'il y a d'autres clients similaires qui ont des besoins similaires justement, s'il y a une entreprise qui a ce besoin-là? C'est un bon point. L'idée, c'est justement de trouver des patterns et d'avoir une analyse statistique. Donc c'est là où justement l'importance d'aller voir plusieurs clients potentiels est importante. S'il y a une personne, peut-être que l'année dernière, j'aurais pu avoir Alex avec moi de la cohorte de l'année passée, qui développait un logiciel de réservation flexible pour des golfs virtuels, c'était sa niche. Puis lui, Alex, en fait, à chaque fois qu'il allait voir un client potentiel, le client lui arrivait avec genre 10 000 features, et puis il venait me voir, il me disait, mais regarde, Thibaut, je fais exactement ce que tu me dis, c'est-à-dire je vais voir le monde, et je leur demande leurs besoins, puis là ils me disent toujours des affaires différentes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je développe comme une solution par client? Je suis comme non, c'est quoi le... Je dis c'est quoi qui semble se dégager de chacun de leurs besoins? Bah en fait, ce qui semble se dégager, c'est que effectivement pour leur industrie en particulier, tous les systèmes de réservation sont trop généralistes et eux ont vraiment besoin de prendre en compte le fait qu'il y a la météo, enfin pas la météo parce que c'était des golfs virtuels, mais qu'il y a la grandeur, l'espace, etc. En fait, il y avait quand même un besoin très individualisé sur le fait que c'était un golf virtuel. Donc finalement, Alex est ressorti de la cohorte en disant je vais développer une solution qui va se dupliquer pour chacun des espaces, donc un terrain de soccer, un golf virtuel, un bowling, etc. Il allait faire finalement sa technologie vraiment basée sur le modèle 3D de chacun des clients qu'il allait voir, plutôt que de développer des features pour littéralement chaque compte individuel, parce que là ça lui aurait pris trop de temps. Et ça marche, aujourd'hui il a du succès, il est conseiller junior d'ailleurs avec nous, je vous parlais de ça l'autre jour. C'est Alexandre Martin? Ouais. Tu connais? Ouais, il est dans ma cohorte là, je le voyais travailler dessus en place avant. Je me demandais quoi. Alexandre Martin, il était à votre place l'année dernière, puis là il a une entreprise qui roule, ça marche bien? C'est pour ça qu'il est plus en place. Ok, bon, je vois que je pense qu'on était censé durer 1h30, c'est ça Camille? Okay. 45 minutes. Je vais encore me faire taper sur les doigts, je respecte jamais l'heure. Bon, est-ce qu'il y a une dernière question pour la fin, un dernier commentaire avant qu'on se laisse? Est-ce que vous avez appris une chose? Est-ce que vous avez appris au moins une chose à main levée aujourd'hui? Bon, voilà, ça me plaît. Toi tu pilotes sur ton téléphone, donc j'assume que tu as Bon, bah merci à vous une fois de plus, c'était un vrai plaisir. Je vous enverrai les slides, enfin j'enverrai les slides à Camille qui vous les enverra. Et je suis toujours disponible pour en reparler. Je vous mentionnais la machine à café à côté de laquelle on pourrait parler de vos projets de temps en temps. Elle est juste derrière vous, fait que n'hésitez pas d'ailleurs à aller vous faire un petit café avant qu'il n'y ait plus de capsule.
Voilà, à la prochaine. Merci.